Bonjour, on est le 4 janvier 2020 avec un bon temps, bon, assez éclairé, contrairement à la journée d'hier qui était, je veux dire, assez confuse au niveau climatique. Ici, je vais voir l'équation de la droite en trois dimensions et non pas en deux dimensions, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace. Auparavant, j'avais vu l'équation de la droite, mais dans le plan. Ici, je vais voir l'équation de la droite dans l'espace. Donc on est en 3D. Il existe plusieurs façon de voir l'équation de la droite en 2D et notamment en 3D aussi, pareillement. Euh, bon, la droite, donc c'est l'ensemble de points qui sont alignés. Donc qu'est-ce que c'est qu'un point? Je ne peux pas vous le définir, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, c'est difficile de définir un point, partir du néant et commencer à donner une définition du point. Bon, c'est compliqué, hein. C'est comme la définition du mètre. Il a fallu donner une définition du mètre. Je veux dire, euh, selon un critère, des définitions données par, tout d'abord, par la précision du mètre, mais surtout par les manières, les outils euh, qui peuvent aboutir à cette précision. Voilà, et je veux dire, le mètre, c'est difficile de le définir à la base. Il y a eu un étalon il y a très longtemps, et maintenant, bon, on n'est plus à la même définition du mètre parce qu'on a plus de précision, notamment avec les outils que l'on a. Donc vous voyez que les définitions s'adaptent, notamment quand on n'a aucune définition et qu'il faut définir quelque chose de primordial, ben, c'est compliqué. Donc comment définir un point, je n'en sais pas plus. Comment définir le mètre, mais ça a évolué au cours du temps pour avoir le plus de précision possible. Maintenant, tout ça pour vous dire quoi? Que ben, une fois qu'on a défini euh, la base élémentaire, c'est-à-dire le point, ben, on peut définir un segment de droite, euh, euh, bon, une ligne contenant des points qui soient courbes, une ligne courbe ou une ligne droite ou une ligne segment, ligne brisée ou une ligne, euh, peu importe le type de ligne, voilà. Vous pouvez définir tout objet dans le plan grâce au point. Mais à la base, il faut définir le point. Et ici, c'est pareil. Donc la droite, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ensemble de points infini. Un ensemble de points infini. Maintenant, qu'est-ce que c'est que un point? Je n'en sais pas plus. Voilà, je vous dirais que, bon, même le dictionnaire ne donne pas une définition exacte du point. Donc c'est un ensemble de points infinis alignés. Les points sont alignés. Alors, ce qui est très étrange, vous allez le voir tout de suite, c'est que pour définir une droite, on doit définir un segment sur cette droite. Pour définir un ensemble de points alignés, vous devez définir la droite, hein, que je vais appeler D, ben, il vous faut parler de vecteurs. On fait référence aux vecteurs. C'est le seul outil pour débuter la théorie sur les droites. C'est la théorie vectorielle. Donc, ici, on est en géométrie analytique dans l'espace, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis en géométrie analytique dans l'espace. Là, je vais mettre les équations cartésiennes en rapport, bien sûr, cartésiennes. Euh, euh, vous allez le voir sur quoi je vais aboutir pour les équations, parce qu'il y a trois types d'équations dans l'espace, bien sûr, parce que dans le plan, il y a plusieurs équations aussi, hein, de type de droite. Mais quand un repère est fixé, hein, quand un repère orthonormé est fixé, ben, on a... Euh, oui, le choix du repère orthonormé n'est pas fortuit. Hein. Tout le monde doit utiliser, quand vous êtes dans une école, tout le monde doit utiliser les repères orthonormés, sinon vous n'allez pas voir la même chose. Chacun va voir des choses différentes. Donc autant tout le monde doit avoir les mêmes équations dans un repère, donc autant prendre un repère orthonormé pour tout le monde. Alors, moi, ce que je voulais dire ici, c'est que, bon, vous voyez que pour définir la droite, c'est un ensemble de points alignés, mais pour définir cet alignement, j'ai besoin de vecteurs, de parler de vecteurs. Et pour parler de vecteurs, ben, c'est quelque part une partie de droite. Donc, je vais définir la droite avec un vecteur qui est une partie de droite. Bon, vous voyez qu'on tourne en rond. Et ça, c'est parce que les mathématiques, à la base, pour, euh, pour expliquer quelque chose en partant du néant, ben, il faut bien prendre quelque chose. Et ce quelque chose, bon, c'est une partie de quelque chose qu'on va euh, justement définir. On va définir quelque chose, mais il faut prendre cette partie de ce quelque chose pour la définir. Voilà, ben, ça va comme ça. Qu'est-ce que je voulais que vous dites? Donc on ne sait pas définir un point, et pour définir une droite, mais on part du segment de droite. Et là, je vous rappelle que le segment de droite est une portion de droite, hein, parce que je veux dire, c'est une portion limitée de droite, alors que la droite est infinie. Alors, vous avez tout de suite compris que moi, je vais utiliser les notions vectorielles. Voilà. Alors, pour ça, je vais définir deux points connus, que je vais appeler euh, P et Q. P
P et Q appartiennent à la droite. Donc P, Q appartiennent à la droite D. La droite D qui est un ensemble infini de points, dont ces deux points en font partie. P et Q appartiennent à la droite. Alors, comme c'est une droite, tous les points sont alignés. Voilà, ça c'est la droite D. Comme tous les points sont alignés, ça veut dire qu'il faut que je trouve un point M. Tous les points M que je... Attention que P et Q sont deux points fixes. Hein. P et Q, j'ai oublié de vous dire que P et Q sont deux points fixes de la droite. Voilà, j'ai choisi deux points fixes, P et Q appartenant à la droite. Mais je les ai fixés. C'est deux points fixes. Maintenant, je vais définir la droite en disant que tout point M variable, voilà, tout point M variable, mais M est dans l'alignement de PQ. M se trouve soit ici, soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Mais en tout cas, elle se trouve en un point quelconque. M est un point quelconque de la droite, aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc il y a deux types de sens, soit par là ou soit par là. Donc quand je parle de sens, vous comprendrez qu'il y a une notion vectorielle. Il y a une notion vectorielle dans ce sens-là. Dans les deux sens possibles. Si je mets mon M par rapport à PQ, mon M est à droite ou à gauche ou à l'intérieur, mais ça fait référence à des sens. Qui dit sens dit vecteur. Donc le point M, c'est un point variable qui est aligné par rapport à PQ. Donc M, PQ sont alignés, si vous voulez. M, PQ sont alignés. Mais je vous rappelle que M, c'est un point variable qui peut être situé n'importe où au niveau de la droite, D. Alors, quand on est dans l'espace, on ne sait pas où on est. Je vous l'ai toujours dit, donc il faut bien une origine. On établit toujours une origine pour savoir par rapport à quoi tout ça va se référencer. Donc, je vais mettre un point O. Voilà. Tout doit être basé par rapport au point O. Pourquoi? Parce que c'est une origine. L'origine, il faut se rabattre par rapport à une origine, pour se référencer par rapport à une origine. Voilà, quand vous essayez de vous situer, vous trouvez un référentiel ou un point, par exemple, vous allez dans un pays touristique, ben, les premières choses que vous faites, c'est que vous vous repérez. Hein, il y a le magasin, il y a une placette, il y a un monument, ben voilà, tout ça, ça fait que c'est votre référence. Ah, le monument est là-bas, il faut qu'on se retrouve. L'hôtel est près du monument. L'hôtel est un point de repère. Le monument est un point de repère, un magasin, une route. Hein, tout peut être un référentiel pour le cerveau. Mais ici, bon, le référentiel en mathématiques, bon, c'est pas une église ou une chapelle ou quoi que ce soit. Ici, c'est un point O. La référence d'origine en mathématiques, c'est O. O pour origine. Alors, à partir de ça, moi, je peux créer, comment trouver n'importe quel M de la droite variable. Voilà, M par rapport à O, je viens de vous le dire, c'est par rapport à M. Bon, il faut rechercher les M tels que vaudra le vecteur OM. Vous voyez que je parle de vecteur, hein, notion vectorielle. Bon, OM, il est dans ce sens-là parce que M est à droite ici. Voilà, mais de l'origine. Mais s'il est à gauche de l'origine, le M est dans l'autre sens. Hein. Voilà. Donc, je vais rechercher l'ensemble des points M, qui sont les points variables, et situés en alignement par rapport à MPQ. MPQ sont alignés. M est aligné par rapport à OPQ, mais MPQ sont alignés. MPQ sont alignés, comme OPQ sont alignés, comme MPQ sont alignés, comme OQM aussi sont alignés, puisque tout est aligné ici, puisque justement c'est une droite. Il faut définir la droite comme un ensemble de points alignés. Et on va le faire au travers de notions vectorielles, justement c'est ça. Donc il faut rechercher tous les points M par rapport à l'origine, bien sûr, voilà, par rapport à deux points fixes. Voilà, si j'arrive à trouver cette équation vectorielle par rapport à deux points fixes, mais j'aurais défini l'équation vectorielle de la droite. Alors, OM est égal à quoi? Mais OM, c'est OP. Donc, c'est OP
Voilà, c'est ce vecteur-là, OP. OP plus PM. OP plus PM vaut exactement OM. OP plus OM vaut PM. On voit bien le vecteur ici qui est... Je veux dire, donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Je vous rappelle encore une fois, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais s'il faut qu'on le répète, je le répéterai encore une centaine de fois, il n'y a pas de problème. Mais vous devez savoir que un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un segment de droite. C'est un segment de droite, puisque en fait, un segment, il a une origine. Hein. Si je prends le segment PQ, mais PQ, il a une origine, enfin, il a un point de départ et un point d'arrivée. Qu'est-ce qu'est le point de départ? Qu'est-ce qu'est le point d'arrivée? On s'en fout, pour le segment, on s'en fout. P peut être le point de départ, et M le point d'arrivée, ou M le point d'arrivée, et P le point de... M le point de départ, et P le point d'arrivée. Mais maintenant, voilà, ça c'est un segment. Un segment, il est limité, c'est justement... c'est une portion de droite, un segment. C'est une portion de droite limitée à ses extrémités. C'est juste ça. Voilà, donc c'est un ensemble de points où on est limité au travers de deux points. En PM, on est limité au travers de deux points. Voilà. Et le vecteur, c'est pareil. Ben, c'est un segment de droite. Hein. Mais là, la différence, c'est que là, il y a véritablement une origine et une extrémité. Parce qu'il y a un sens. Un segment de droite, on peut le parcourir dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ça qui fait le vecteur. Le vecteur est un segment de droite, je veux dire, orienté. Donc, s'il est orienté dans le sens P vers M, ça veut dire que P est l'origine et M l'extrémité. Alors que bon, pour un segment, on s'en fout. Qui est l'origine de l'extrémité, vous le fixez comme vous voulez, ou vous le fixez pas, on s'en fout. Généralement, on ne fixe pas une origine ou une extrémité à un segment. On ne dit pas que P l'origine, M l'extrémité, ou M l'origine et P l'extrémité, on s'en fout. Que vous fassiez ou pas, on s'en fout. Par contre, le vecteur, il faut le faire. Le P est l'origine et M l'extrémité. Pourquoi? Parce que le sens du vecteur, d'orientation du vecteur, est de P vers M. De P vers M, dans ce cas-ci. Et s'il était de M vers P, ben l'origine c'est M et l'extrémité P. Donc vous voyez que un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un segment orienté. Orienté, c'est un segment orienté. Voilà. Et un segment a une longueur, parce qu'en en fait, comme il a la droite est illimitée, le segment est limité, donc le segment a une certaine longueur, donc le segment euh, a une certaine longueur. Eh bien, le vecteur, c'est pareil. Puisque c'est un segment, il aura une certaine longueur, qu'on appellera la norme. La norme. La norme du vecteur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? C'est tout simplement un segment orienté. Donc, ici, OP, le vecteur OM, le grand vecteur ici, est la somme de deux vecteurs, OP plus PM. Voilà, et tout est aligné. Parce que si j'avais pas d'alignement, j'aurais eu ceci, OP plus PM. Là, ils ne sont pas alignés. Là, ils ne sont pas alignés. OP plus PM. Voilà. Mais ici, je peux avoir ceci. Hein. J'aurais pu avoir OM égale OP. Mais il y a une spécificité dans ce que j'ai écrit là. Là, il n'y a pas d'alignement. Justement, comment écrire mon alignement? C'est justement ça. C'est maintenant que je vais écrire mon alignement. Alors, OP, c'est... OP plus PM, là ils sont alignés, là il n'est pas aligné. Bon, vous allez peut-être croire que j'ai fait ceci. Ouais, oui, mais maintenant, l'écriture qui va suivre maintenant, vous ne pourrez plus dire que j'ai ça, mais que j'ai un alignement. Parce que ici on aura OP plus, justement, on va définir PM comme étant lambda PQ. Voilà. OM, donc PM, donc ce vecteur-là, vaut lambda fois le vecteur PQ. Et là, on peut dire directement qu'il y a un alignement. C'est-à-dire que PQM sont alignés d'office. Voilà, d'office. Parce que je définis le vecteur. Bon, lambda peut être un nombre positif ou négatif à l'instant là. Voilà, il appartient à R. Il appartient à R. Maintenant, ce qui peut valoir 0, si vaut 0, ben, ça veut dire que M égale OP.
Donc M est sur P. Si M est sur le point P, si le point M variable se retrouve en P, ben on a lambda qui vaut 0. Voilà. Si M est en P, on aurait le vecteur PP. Vecteur PP, ça fait 0. Et OP plus 0, plus le vecteur nul, voilà, plus le vecteur, ça fait OP. On n'aurait plus qu'OP. Voilà si M est en P. Voilà. Alors, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a bien un alignement de fait de ceci. Sinon, j'aurais pu avoir ceci. Donc, c'est pas ça que j'ai. C'est un alignement. Pour définir la droite, il faut un alignement. Et cet alignement est défini comme ceci, par rapport à une origine OP. Voilà. Alors, si j'écris ceci, ben, c'est l'équation vectorielle de la droite. Donc, l'équation vectorielle de la droite n'est tout autre que donc l'équation vectorielle de la droite n'est autre tout simplement l'écriture suivante. C'est M, tout point M, tel que OM est égal à OP plus lambda PQ avec bien sûr, oui, c'est l'ensemble des points M. Hein. C'est l'ensemble des points M. Bien sûr, si c'est l'ensemble, bien sûr, je vais écrire ça ici à l'intérieur avec lambda appartenant au réel. Voilà. Et ça, c'est l'équation vectorielle de la droite, de toute droite. Toute équation de droite peut s'écrire vectoriellement de cette manière-là. Lambda PQ. Bon, maintenant, si je place un repère spatial, un repère orthonormé, bien sûr, voilà, je place un repère orthonormé, x, y, z. De cette manière-ci, c'est un vecteur direct. C'est un vecteur direct, hein, ce qu'on appelle. Ah, un trièdre, je m'excuse. Pas un vecteur direct, je raconte des bêtises. C'est un trièdre trirectangle direct. Voilà. Quand vous avez le x qui sort du plan de votre feuille ou du tableau, et peu importe, et que les y voilà, se retrouvent dans le plan de la feuille, et que quand vous faites tourner le x vers le y, vous avez le z montant, c'est plutôt ceci, c'est le petit bonhomme d'ampère, hein, ou le tire-bouchon. Quand vous faites tourner, vous placez le x sortant du plan, hein, il est sortant du plan, hein, sortant du plan, c'est-à-dire que si je devais regarder en face, ici c'est parce qu'il y a une inclinaison, c'est pour ça que je vois l'axe x, mais si je regarde de face, ben, voilà, le vecteur x il sort du plan. Ça c'est sortir, vous voyez la flèche qui sort. Et si vous voyez ceci, la flèche est en 30. Ça, c'est vous avez une flèche qui sort, là une flèche est en 30. Mais donc on a ce cas-ci. Donc on a le X qui sort. Mais maintenant, comme on a une certaine vue, on met généralement un angle de 45 degrés. Voilà. On met 45 degrés comme ceci ici. L'angle il fait 45 degrés. Donc on a une fausse dimension. Vous comprendrez que là-bas il faut faire un petit calcul par rapport aux 45 degrés pour avoir la vraie mesure. Hein. Ici, 1 cm, on aura une unité qui vaut par exemple 1 cm, là une unité plus grande. Voilà, une unité plus grande. Je crois de racine 2, dans radical 2. Hein, ce sera 1,4 pour 1 cm, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Donc 2,8 pour... enfin, ce sera 1,4 cm pour une unité. 2,8 pour... pour 2 unités. Je crois que c'est ça, hein, c'est racine 2, radical 2. Voilà, donc la mesure, on la voit plus grand. Plus grand. On la voit plus grand. Pour avoir la vraie grandeur, il faut multiplier par racine 2. Voilà. Alors maintenant, vous voyez qu'il ne sort pas complètement du tableau, mais on fait un décalage voilà, d'axe.
Donc on a l'axe X ici, et fatalement l'axe Y c'est celui qui est là, et pour avoir le Z c'est celui qu'on fait tourner le X vers le Y, et quand on fait tourner un tire-bouchon de X vers le Y, ben, le Z va monter. C'est ce qu'on appelle un trirectangle direct, où les vecteurs de base sont IJK, ou E1, E2, E3. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ici moi j'ai un repère direct justement. Voilà, X, Y, Z, voilà, où je vais appeler le vecteur de base ici I, J, et celui-là K. Voilà, et ça c'est un repère orthonormé, et généralement on dit que le repère orthonormé est posé. Quand vous devez faire des équations cartésiennes, on suppose que ceci est placé d'office. On vous dit un repère orthonormé est placé, parce que sinon vous n'aurez jamais des équations avec des x, y, z si vous n'avez pas de repère orthonormé d'office. L'équation avec des x, y, z ben, n'existe que si vous avez l'existence d'un repère orthonormé déjà placé. Alors on va écrire ces équations-là. Ben, dans l'espace, si un repère orthonormé est placé, je vais mettre X, Y, Z, voilà, un arrow est placé, eh bien, sachez que le point P, à ce moment-là, il a une coordonnée dans le repère, voilà, qui sera P1 en X, P2 en Y et P3 en Z. Voilà. Idem pour le Q. P, je vous rappelle que P est un point fixe. Hein. Q, ce sera Q1, Q2, Q3 en X, Y, Z. Voilà. Mais vous allez me dire la coordonnée de M, qu'est-ce que c'est? Alors le M, ben, c'est un point variable que je vais appeler X, Y, Z. C'est le point variable qui peut être ici, ici, là, là, bon, qui peut être partout, partout. C'est un point M qui est quelconque du plan. Un point M quelconque du plan. Enfin, un point quelconque de la droite. Voilà. Et l'origine, généralement, on prend l'origine 0, 0, 0. Voilà. Bon, ben, maintenant, comme on connaît l'équation vectorielle qui vaut OM est égal au OP plus lambda PQ avec lambda appartenant à R, là, je peux cette fois-ci créer mon équation voilà, qui est ce qu'on appelle une équation paramétrique. Une équation paramétrique. Voilà. C'est une équation paramétrique. Je vous rappelle que le x c'est ce qu'on appelle l'abscisse, le y l'ordonnée et le z c'est la cote. Voilà, x c'est l'abscisse, y l'ordonnée et z la cote. Bon, mais maintenant il suffit juste d'adapter cette équation-là, puisque je vais faire l'écriture. Voilà. Alors, OM, ben, ce sera x moins 0, y moins 0 et z moins 0. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les OM fois I. OM fois I, oui, je vais mettre le IJK, I, J et K. Voilà. C'est OM, là c'est pour I, là c'est pour J, et là c'est pour K. Alors OP, OP, c'est OP, OP. Non, justement, je m'excuse, je me suis trompé ici. Si, le M c'est X moins 0, Y moins 0 et Z moins 0. Donc X moins 0, Y moins 0, Z moins 0, mais c'est fois IJK bien sûr, ça fait les trois, voilà, les trois vecteurs, la situation des trois vecteurs en I, en J, c'est la projection en IJK si vous voulez, c'est la projection en IJK du vecteur OM. Avec la composante ici, X, Y et Z.
x-0, y-0, z-0 sont les composantes en projection du vecteur OM sur I, J et K. Bon, maintenant, je vais projeter le vecteur OP sur IJK. Alors, ça fera OP, c'est P1 moins 0, P2 moins 0 et P3 moins 0. Alors là, on a I, J et K. Voilà. Maintenant, là, on a plus lambda. Le lambda, il sera positif ou négatif suivant, je veux dire, certaines considérations, comme je vous ai expliqué. Hein. Voilà. Si M n'est pas est dans l'autre sens de PQ, s'il est dans l'autre sens de si M est dans l'autre sens de PQ, le lambda sera négatif. Voilà, on a le vecteur PQ. Si je multiplie lambda, le vecteur PQ par un nombre 2 fois plus grand, mais on va se retrouver par là. Mais si le nombre est négatif, je vais me retrouver dans le sens contraire de PQ. Donc ça veut dire que M sera de l'autre côté de P. Voilà. Voilà. Le lambda vaudra 1 si M est sur Q. Le lambda vaudra 0 si M est sur P. Oui. Ouais. Et si M est entre PQ, ben, c'est une fraction plus petite que 1. Si maintenant on est entre P et une distance égale à PQ, mais de l'autre côté de P, à gauche, à ce moment, si on a un point Q à l'opposé ici, donc ça veut dire que lambda vaut moins 1. Si on est en P, le lambda vaut 0. Si on est entre P et Q opposé, bien sûr, à P, Q opposé à P, Q opposé à P, on aurait le Q ici, à même distance, bien sûr, PQ, PQ. Hein, je peux mettre Q', hein, je vais le mettre ici. Voilà. Là, on a la distance PQ. Je reporte cette distance ici, j'aurai PQ'. À ce moment-là, si M est en Q', vous comprendrez que lambda vaut moins 1. Si on est au-delà de Q', lambda voilà, vaudra moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, peu importe. Voilà, il sera plus grand que... Enfin, il sera plus petit que moins 1. Il sera plus petit que moins 1, puisque moins 2 est plus petit que moins 1. Voilà, moins 3, moins 4, il est plus à gauche, donc il est plus petit. Les nombres plus à gauche sont plus petits que les nombres plus à droite. Hein. Voilà. Donc ici, on aura moins 2, moins 3, moins 4, ou des nombres à virgule, hein, moins 2,1 fois PQ, etc., etc. Maintenant, si on est entre Q' et P, là, c'est un nombre qui est fractionnaire, plus petit que en rapport, plus petit que... Enfin, on aura moins 1 demi, moins 3 quarts, moins 5 sixièmes, etc., etc. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire, mais on a pas. Voilà, c'est le lambda, quand est-ce qu'il est positif, négatif ou nul. Ou plus grand que 1, plus petit que 1, peu importe. Alors, le PQ c'est Q1 moins P1. Attendez que c'est PQ, c'est l'extrémité moins l'origine. L'extrémité, c'est Q1 moins P1. Q1 moins P1, I, Q2 moins P2, J, Q3 moins P3, K. Voilà. Et ça, ça provient tout simplement d'équations vectorielles. Hein. C'est l'équation vectorielle. Bon, maintenant, IJK, on s'en fout d'IJK. Nous, ce qu'on va regarder, c'est tout simplement la norme de ces vecteurs-là. Voilà, la norme qui va donner, si vous voulez, comment est-ce qu'on appelle ça, les composantes. Voilà. Ce vecteur-là a pour composante x. X, là, y et la z. Là, P1, P2, P3. Voilà. Et je vais retirer le vecteur IJK dans tout ça. Et je vais me retrouver avec une équation qu'on appelle une équation paramétrique. Alors, j'aurai x moins 0, ben ça fait x. Voilà, je n'ai plus IJK parce que je ne suis plus en vectoriel, mais en composante. P1 moins 0, c'est P1. Plus Q1 moins P1.
Ouais, j'ai oublié le lambda ici. Hein. Lambda. J'ai oublié le lambda. Donc ici, on aura lambda. Lambda. C'est le même lambda partout. Hein. Attention que c'est le même. C'est le même lambda. Bon, donc ce qui fait P1 plus lambda. Bien sûr, lambda appartient à R. Lambda Q1 moins P1. Voilà pour les X. Q1 moins P1. Q1 moins P1. Puis on aura le Y qui vaudra P2 est égal à lambda Q2 moins P2 et le Z est égal à P3 plus lambda Q3 moins P3. Voilà, avec chaque fois le lambda qui multiplie le Q2 moins P2, le Q1 moins P1, le Q2 moins P2 et le Q3 moins P3. Et voilà, ceci sont les équations paramétriques de la droite. Je vous rappelle que, si on se rappelle, qu'est-ce que c'était que le M? M, c'était un point quelconque de la droite X, Y, Z. Voilà. Qu'est-ce que c'est que P1? C'est un point fixe Q1, Q2, Q3. Qu'est-ce que Q? C'est un point fixe Q1, Q2, Q3. Voilà. Donc ici, vous voyez que je reviens à ce que je racontais tout à l'heure. Bon, pour définir l'équation d'une droite, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, je vous le dis tout de suite, on ne sait pas définir l'équation d'une droite. Déjà, définir un point, je vous avais dit, je ne vais pas revenir sur ma vidéo ou les vidéos passées, définir un point, c'est très compliqué. Voilà, les définitions que je retrouvais sur les dictionnaires ne sont pas bonnes. Pour moi, elles ne sont pas bonnes. Donc, il faudrait définir un point, mais c'est difficile. Voilà. Par contre, une fois qu'on a défini un point, on peut définir un segment, une droite, un cercle. Voilà. Par exemple, le cercle, c'est l'ensemble des points, voilà, équidistants par rapport à un point fixe qu'on appelle le centre. On peut définir une ellipse, une hyperbole, peu importe, vous pouvez définir ce que vous voulez, pour autant que vous avez défini le point. Mais maintenant, une fois qu'on a défini le point, ben on définit ce qu'on veut. C'est comme quand on a défini l'unité de longueur, le mètre, ben on peut après, c'est plus compliqué à définir le mètre, mais après, quand on a le mètre, on peut définir le décimètre, le centimètre, voilà, le kilomètre. Enfin, on peut définir tout ça parce qu'après, ça devient des multiples et des sous-multiples. Donc, tout devient un multiple du mètre. Mais le plus difficile, c'est de définir le mètre. Mais alors, vous voyez que pour définir la droite, j'ai dû prendre une portion de droite, ce qu'on appelle un vecteur. Une portion de droite qui est un segment. Donc, j'ai défini l'équation à partir d'une équation vectorielle qui fait référence à un segment. Mais le segment, c'est une portion de droite. Donc, je vais définir une droite par une portion de droite. Donc, vous voyez bien que c'est un petit peu délicat. Mais bon, au moins, ça nous aide à avoir les équations dans un repère. On s'en fout, peu importe comment ça a été défini, mais du moment qu'on a les équations dans un repère et qu'on peut faire nos calculs, faire l'analyse de problèmes dans l'espace et d'attribuer des coordonnées spatiales, x, y, z. Une fois qu'on a attribué des coordonnées spatiales par rapport à une situation, ouais, ici, je vais vous dire quelque chose, on n'est pas en science, c'est scientifique, ce sont des notions scientifiques, à base mathématique, mais vous comprendrez qu'ici, ouais, vous allez me dire, ouais, c'est scientifique, où est le temps? Mais il n'y a pas de temps, vous comprendrez que tout est figé, le temps. En mathématiques, les géométries sont figées par rapport au temps, il n'y a pas de temps, l'existence du temps n'existe pas là, il n'y a pas de temps. Voilà, donc on n'est pas dans un espace-temps. Les mathématiques ici, on est dans un espace tout court, point. Un espace tout court. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'analogie avec l'espace en 3D où on met des repères, on étudie les vitesses, mais là, dans un espace 3D, les vitesses, tout ce qu'on peut étudier voilà, dans l'espace. Mais là, fatalement, dans l'espace, il y a la notion de temps, où là, ici en mathématiques, elle n'y est pas. Pourtant, tous les deux sont de base scientifique, que ce soit les sciences, je veux dire, mécanique de la cinématique, c'est base scientifique, que les mathématiques ici. Je vous rappelle que les notions vectorielles ont été attribuées par la mécanique aux mathématiciens. Hein. Voilà, c'est une des rares. Généralement, c'est les mathématiques qui offrent des outils aux mécaniciens, mais ici, les vecteurs, ce sont les mécaniciens qui ont attribué ça aux mathématiciens. Donc les notions vectorielles. Voilà. Alors, donc il n'y a pas de temps là-dedans. Il n'y a pas de notion de temps, on est dans un espace sans temps. Voilà, et quand vous faites des démonstrations aussi en mathématiques, ce sont voilà, des notions de démonstration sans
prendre en compte le temps. Donc vous comprendrez qu'ici on est dans un espace tout court, situationnel, où les situations doivent être, je veux dire, données par rapport à une référence absolue. Une référence absolue. Voilà, une référence absolue qu'on fixe et on dit qu'elle est absolue. Voilà, qui est un repère orthonormé fixé dans l'espace. Voilà, c'est un repère absolu. Alors qu'en science, bon, est-ce qu'il y a un repère absolu qui existe? Je ne crois pas. En science, il n'y a pas de repère absolu. Ouais, on ne peut pas s'attacher à quelque chose de fixe. Voilà. Par contre, ici, le repère en mathématiques, il est fixe et immuable, donc il est absolu. Voilà, donc ça, c'est dit. Maintenant, il reste encore une équation à trouver, puisque je vous ai dit que dans le plan, c'est un peu la même chose. Hein, vous faites l'équation vectorielle, et puis vous faites les équations, ce qu'on appelle les équations cartésiennes. Et là-bas, il existe plusieurs types d'équations de droite. Voilà, il existe plusieurs équations de droite. Aussi, bon, j'ai fait une vidéo où il montrait toutes les équations. Vous tapez peut-être géométrie analytique dans le plan, vous tapez droite, vous allez sûrement retomber sur une de mes vidéos qui concerne justement les diverses équations de droite, et il y en a toute une panoplie. Voilà. Alors ici, il y en a déjà deux. L'équation vectorielle. Voilà, c'est l'équation vectorielle. Et l'équation paramétrique qui découle de l'équation vectorielle. L'équation paramétrique de la droite D. Voilà, maintenant je vais faire l'équation, ce qu'on appelle l'équation coutumière. Donc pour ça, il suffit juste que je vais isoler le lambda. C'est le même lambda, hein. Il n'y a qu'un seul lambda ici. Hein. Le lambda, il n'y en a qu'un seul. C'est lambda PQ, il n'y a qu'un seul lambda. Donc le lambda, il est le même ici ou là. Bon, mais il faut partir de l'équation paramétrique pour retrouver l'équation coutumière, si vous voulez. Alors, ce sera x moins P1 est égal à lambda Q1 moins P1. X moins P1, x moins P1 sur Q1 moins P1 est égal à lambda. Bon, vous faites la même chose avec l'autre. Bon, on va vite conjecturer parce que c'est toujours chaque fois la même chose. Hein. Y moins P2 sur Q2 moins P2 est égal à lambda. Et Z moins P3 sur Q3 moins P3 est égal à lambda. Bon. Alors, ici, vous comprendrez que ici, il y a tout qui n'a rien à voir. Tout n'a rien à voir. P1 n'a rien à voir avec P2, P1, puisque P1 c'est une abscisse, P2 c'est une cote. Et P3 c'est une cote, P2 c'est une ordonnée, P1 c'est une abscisse, du point P. Voilà. Alors, vous voyez que P1 n'a rien à voir avec P2, il n'a rien à voir avec X, ni à voir avec Y, puisque X, Y, Z sont les coordonnées du point M. Donc, vous voyez que tout n'a rien à voir. Ce qui a à voir dans tout ça, c'est le lambda. Il est le même partout ici. Il n'y a qu'une seule chose qui est le même, c'est le lambda. Voilà. Sinon, Q1 moins P1 n'a rien à voir avec Q2 moins P2, parce que ça, c'est l'abscisse du point... voilà. Enfin, c'est la composante du vecteur PQ, Q1 moins P1. La composante du vecteur PQ suivant l'axe des X. Voilà, ça c'est la composante du vecteur PQ suivant l'axe des Y, donc il n'a rien à voir avec ça. Donc on a trois écritures différentes, 1, 2, 3, qu'on assemble via une accolade. C'est trois écritures différentes, où le seul lien, le seul point commun qui a une égalité, c'est les lambda qui sont les mêmes. Il y a juste ça. Mais sinon, tout n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on met une accolade et on sépare. Voilà. Mais maintenant, ici, tout est séparé. Ouais, tout est séparé, je suis d'accord. Hein, si je fais ça, tout est encore séparé. Mais comme ils ont le même lambda, je peux tout ramener sur une seule équation, puisqu'ils ont le même lambda. Ouais. Le lambda là est égal à ce lambda là, qui lui est égal à lui. Donc à ce moment-là, je vais créer une seule relation, et non pas trois. Donc, je peux écrire que c'est x moins P1 est égal à y moins P2 sur Q2 moins P2 est égal à z moins P3
sur Q3 moins P3. Bon, alors maintenant, on écrit rarement ça. J'ai fait cette démonstration-là en prenant PQ pour avoir très facile. Comme ça, je sais bien que P1, c'est l'abscisse de P1 de P. P2, c'est l'abscisse de... quand je vois P1, c'est l'abscisse de P1. P2, c'est l'ordonnée de P. Et P3, c'est la cote de P. Vous voyez, c'est facilement repérable. Q3, c'est la cote de Q. Voilà. X, Y, Z, ben c'est les coordonnées du point M. Voilà, dans l'espace. Alors maintenant, on n'écrit généralement pas comme ça, mais on va se dire que le point P a pour coordonnées X1, Y1, Z1. Voilà. Et Q a pour coordonnées, ouais, X2, Y2, Z2. Voilà. Alors là, l'équation s'écrit X moins X1 sur Y2 moins X2 moins X1. Voilà. X2 moins X1. Y moins X. Oui, et M c'est X, Y, Z. Hein. C'est un point quelconque de la droite. Voilà. X moins X2 sur Y2 moins Y1 est égal à Z moins... Oui, ici je me suis trompé. C'est Y2. On ne doit voir que des X ici. Là que des Y et là que des Z. Voilà. Z moins Z2. Z... non, moins X1. X1. Y1. Z1. Voilà, puisque c'est P. P1, P2, P3. P c'est X1, Y1, Z1. Et là c'est X2 moins X1. Puisque c'est X2 moins X1, Y2 moins Y1. Et Z2 moins Z1. Et voilà. Et là, voilà, si vous voulez écrire sous forme de X, Y, Z. Donc pour la démonstration, rien de tel que de mettre PQ, des abscisses qui s'appellent Q, des ordonnées qui s'appellent enfin Q1 pour le point Q. Vous voyez, donner les appellations des coordonnées par le nom du point. Rien de tel que de faire ça pour s'y retrouver. Mais généralement, dans les exercices, on ne fait jamais ça. On a plutôt x1, y1, z1, x2, z2, z2, et le point m variable qui est x, y, z. Je vous rappelle que PQ sont fixes, hein, et que m est variable. C'est deux points fixes. M est un point quelconque, c'est un point quelconque de la droite, tout simplement. Alors, ici, le vecteur PQ, voilà, le vecteur PQ, c'est un vecteur directeur de la droite. Constitue un vecteur directeur parce que, pourquoi vecteur directeur? Parce que grâce à ce vecteur-là, PQ, ben, on sait trouver la direction de la droite. On sait trouver, une fois qu'on a la direction de la droite, ben, on sait trouver, je veux dire, sa direction. Et en le faisant passer par un point de passage, ben, j'ai l'équation qui est déterminée. Voilà. Donc une fois que j'ai déterminé, comment est-ce qu'on appelle ça, un vecteur directeur de la droite, qui est PQ ici, hein, ça me donne la direction, me donne des informations de direction, donc par rapport à la droite, donc fatalement je peux définir la droite. Voilà. Bien sûr, il faut un point de passage. Une fois que j'ai la direction et un point de passage, la droite est définie. Bon, mais alors, ce qui veut dire que si PQ est un vecteur directeur, mais ses composantes forment un système de paramètres directeurs. Donc ici, on a ce qu'on appelle des paramètres directeurs, qui va me donner la direction de la droite, si vous voulez. Voilà. Donc ici, on les retrouve là. Ça, ce sont les paramètres directeurs. Les paramètres directeurs. Ceux-ci, ce sont les paramètres directeurs de la droite. Alors, vous allez me dire, attention ici. Est-ce que ici c'est bien une fraction? Bon, c'est délicat de discuter sur ça parce qu'en fait, ici, je n'ai pas de condition d'existence.
Pourquoi? Parce que normalement, une fraction, on ne peut pas avoir un dénominateur qui est nul. Or ici, on peut avoir un dénominateur nul. Ici. Ça voudrait dire que, voilà, si le dénominateur est nul, ça veut dire que Q1 égale P1. Ça veut dire que P et Q sont confondus. Voilà. P et Q, si on a pris P et Q qui est le même point. Si P et Q sont le même point, mais ici, on a un vecteur nul. On a des valeurs nulles au dénominateur. Voilà. Et ça, ici, dans ce cas-ci, on peut avoir ça. On peut avoir des valeurs nulles sans aucun souci parce que ça signifierait que Q et P sont au même point. Donc c'est possible. Il n'y a pas de condition d'existence là-dessus parce que ça vous signifierait quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, et donc vous avez les trois équations de droite. L'équation vectorielle de la droite, c'est la première forme d'équation qu'on peut avoir. La seconde équation paramétrique de la droite, là, il y a un paramètre, le lambda, c'est ce qu'on appelle... pourquoi paramétrique? Oui, pourquoi paramétrique? Parce qu'il y a un paramètre lambda. Il y a un paramètre. Lambda est un paramètre. On peut retrouver, connaissant le paramètre, l'équation de la droite. Hein. Connaissant le paramètre. Si voilà, je peux trouver le paramètre. Voilà, je peux trouver le paramètre. Le paramètre de la droite. Je peux trouver lambda. Bien sûr, ce lambda-là est valable pour un point M donné. Hein. Pour chaque lambda, pour un lambda donné, j'aurai un point M. Si maintenant je change la situation du point M, ben, c'est un autre lambda. Voilà, si entre deux points M1 et M2 hein, différents, ben, ils auront deux lambdas différents, vous comprendrez. Bon, c'est voilà, le paramètre qui va fixer le point M à l'endroit donné. Donc ça c'est l'équation paramétrique. Et la dernière établie est l'équation, si vous voulez, l'équation coutumière. Celle-ci est l'équation, la troisième équation, qui est l'équation l'équation coutumière de la droite. Alors, s'il y a une petite remarque à faire, quand je dis de la droite D, c'est la droite voilà, qui a deux points fixes PQ connus, et une origine, bien sûr, et le point M variable tout le long de cette droite-là. C'est cette droite-là que j'appelle D, hein, c'est la droite ici, voilà, c'est cette droite-là, ainsi définie. Définie par rapport à des équations définies par rapport à un repère orthonormé existant, bien sûr. Vous remarquerez qu'ici, pour l'équation vectorielle, j'ai un lambda. Pour l'équation paramétrique, ben, fatalement, c'est la même que celle-ci, simplement, c'est la même que la vectorielle, mais en prenant les composantes, donc fatalement, je retrouve ce lambda. Et la troisième, la coutumière, ben, justement, on a éliminé le lambda, donc fatalement, il n'y a plus de lambda. Il n'y a pas de lambda ici, n'allez pas chercher un lambda quelque part, puisqu'il a été éliminé. Je vous ai montré comment l'éliminer. Il n'y a plus de lambda dans ce genre de voilà, d'équation aussi, il n'y a plus de lambda. On ne trouve que des coordonnées. Des coordonnées, bien sûr, et au dénominateur, des coordonnées qui forment des composants, parce que en faisant la soustraction ici, on retrouve des composants. Ce sont des composantes, et en faisant la soustraction, enfin, on retrouve des coordonnées, et quand on fait la soustraction, ben, comment dire, je veux dire par là que P1, Q1, P2, Q2 et P3, Q3 sont des coordonnées. C'est ça que je veux dire. Mais que Q1 moins P1 sont des composantes. Q2 moins P2, Q2 moins P2 est une composante et Q3 moins P3 est une composante. Voilà. Donc on retrouve dans cette équation-là, soit vu sous forme, si je prends éclater chacun des éléments, x est une coordonnée, x, y, z est une coordonnée, P1, P1, P2, P3 est une coordonnée, Q1, Q2, Q3 est une coordonnée. Voilà, pris séparément.
Mais maintenant, si je prends ces deux-ci ensemble, ça c'est ce qu'on appelle une composante, hein. C'est une composante. Voilà. Et alors qu'est-ce que c'est que x, y, z? Ben, c'est le point M. C'est le point M variable. Euh, c'est un point M de la droite. Quelconque. Et ça, c'est quel que soit M, x de coordonnées x, y, z. Appartenant bien sûr à la droite. Voilà, je vous remercie.